d'un tiers du total. À ce constat s'ajoutent des évolutions qui nous inquiètent au plus haut point car elles vont exactement dans le sens inverse de nos recommandations. Depuis le 1er janvier 2026, la mise en place du nouveau référentiel emploi de la DGFiP interroge. Sous couvert d'une nouvelle méthode de calcul des emplois au plus proche de la réalité, ce sont près de 3000 emplois non pourvus dont l'existence est masquée. La logique qui sous-tend ces disparitions nous reste complètement inconnue, car malgré mes demandes répétées, vos services ne m'ont toujours pas fourni le rapport de l'Inspection générale des finances qui a servi de base à ce référentiel. Je me permets donc de réitérer ma demande. Le deuxième mouvement très inquiétant est que la DGFiP lance une seconde salve de fermeture de services et d'antennes décentralisées partout sur le territoire, après celle de 2019, dans le cadre de la mise en place du nouveau réseau de proximité. Cela signifie la fermeture de 130 services et antennes en 2027, dont 47 au 1er janvier. À terme, d'ici 2030, ce sont 330 fermetures qui sont visées. J'ai donc 3 questions. Les 1500 emplois annoncés en 2023 seront-ils réellement créés d'ici 2027, malgré le nouveau référentiel et les prévisions de fermeture massive d'antennes et de services décentralisés? Seconde question, pouvez-vous nous dire si l'abandon progressif des contrôles sur place au profit des contrôles sur pièces est le résultat d'une commande politique ou simplement une méthode de gestion de la pénurie? Enfin, ma troisième question concerne la programmation des contrôles par l'intelligence artificielle. Votre cadre d'objectifs et de moyens 2023-2027 fixait à 50% la proportion de cette programmation en 2027. Or, nous sommes déjà à plus de 57% pour les professionnels et 63% pour les particuliers. Ce que la DGFiP appelait un plafond dans ses échanges avec la Cour des comptes est donc maintenant franchi depuis plusieurs années. Pourriez-vous par conséquent nous indiquer quelle est la trajectoire visée par la DGFiP? Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la rapporteure. La parole est désormais à la directrice générale des finances publiques, Amélie Verdier. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs. D'abord, je me permets sincèrement de remercier Madame la rapporteure et pour la méthode et le fait que le projet de rapport nous ait été transmis vendredi, ce qui permet, je pense, des débats aussi éclairés dans cette commission et de vous répondre précisément. Et pour les mots que vous avez eus sur les missions de la Direction générale des finances publiques, que j'ai l'honneur de représenter ce matin, qui effectivement, je pense, est une administration régalienne indispensable au fonctionnement des services publics. Ce qui anime, je pense, les femmes et les hommes qui concourent à ces missions. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, si vous le permettez, je vais essayer de répondre à un certain nombre des observations et questions qui m'ont été posées, mais tout en laissant place à l'échange. Et donc, peut-être, m'excuserez-vous si j'en oublie certaines, mais avec Monsieur Créan, je vais essayer de ne pas le faire. Madame la rapporteure, comme vous le savez, il y a certainement certains éléments que vous avancez qui ne nous semblent pas exacts. Nous avons répondu par écrit à certains éléments de vos constats. Et je pense qu'il est important de rappeler devant cette commission un certain nombre d'éléments que nous partageons complètement et d'autres pour lesquels nous avons effectivement un désaccord. Et au-delà avant de rentrer dans le détail de ces désaccords, je voudrais rappeler également que la Direction générale des finances publiques est une administration qui comporte en son sein un département statistique qui publie très régulièrement les résultats de son activité. Donc pourquoi nous avons un désaccord? Parce qu'on peut ne pas regarder les mêmes périodes, ne pas parler de mêmes méthodes, mais je voudrais avec force, et je pense que cela a beaucoup d'importance, redire que nous publions très régulièrement les résultats de notre activité. Et je suis évidemment à l'entière disposition de votre commission pour regarder quel type de données pourrait peut-être, le cas échéant, être présentées soit dans une périodicité différente, soit avec peut-être une plus grande clarté. C'est tout à fait possible. On essaye de le faire, notamment au moment de la présentation du rapport d'activité de la Direction générale. Mais je suis un peu interpellée quand même du fait qu'on puisse avoir des divergences d'interprétation qui me posent question. Sur le premier point, et ce que vous considérez être la baisse du rendement du contrôle fiscal, je me permets de renvoyer notamment à la réponse publique que la ministre de l'Action et des Comptes publics avait fait au rapport de la Cour des comptes que vous avez cité, pour rappeler qu'il y a une question de période qu'on regarde. Il y a deux éléments importants à avoir en tête quand on regarde sur le moyen terme le rendement du contrôle fiscal. Je vais d'abord parler des droits et pénalités notifiés. On pourra ensuite évidemment regarder sur les recouvrements effectifs, ce qui est une question très importante. Mais il s'est passé deux choses, si je vais être synthétique devant votre commission sur la longue période. D'une part, et certains sur les bancs de cette commission, je le sais, s'en souviennent bien,
un service de traitement des déclarations rectificatives a été mis en place à partir de 2014 de manière à accueillir des déclarations spontanées de contribuables qui avaient qui savaient qu'ils avaient dissimulé une partie de revenus ou qui avaient des déclarations erronées qui avaient été faites dans un dispositif qui visait à dire si vous venez spontanément, il y aura des pénalités, je voudrais le redire, mais elles seront réduites. Résultat, si je puis dire, on a eu évidemment, c'est assez cohérent, sur les années de mise en œuvre de ce service de traitement déclaration rectificative, qui, vous vous en souvenez, avait été notamment occasionné par des papers, comme on dit en mauvais français, des listes qui avaient été identifiées, avec un guichet, un début et une fin. Il y a eu des années, en début de période que vous citez, Madame la rapporteure, qui ont connu, je dirais, un rendement exceptionnel du contrôle fiscal. Et ensuite, on a eu des années de baisse. Mais donc, il nous semble difficile de regarder exactement les résultats de la période des années 2014-2015 pour apprécier les résultats 10 ans après, alors même que ces années-là concentraient la mise en recouvrement de ces déclarations rectificatives. Deuxième chose, nous avons changé de méthode, nous vous l'avons, je crois, exposé lors des auditions précédentes et rappelé dans le questionnaire, excusez-moi. Nous avons changé dans la méthode de manière statistique des comptes, pas statistique, excusez-moi. Nous avons changé dans la méthode de rendu compte des droits et pénalités du contrôle fiscal en 2019. Et c'est pour ça que si on regarde la progression des résultats à partir de 2019, nous passons de 13,5 milliards d'euros à 20 milliards d'euros en 2024. Et je voudrais insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de dire qu'il y a une bonne ou une mauvaise année pour regarder le recouvrement. En soi, il y a effectivement des années où il y a eu des chiffres plus élevés que d'autres, mais je voudrais quand même insister sur le fait qu'on ne peut pas, à mon sens, mettre en exergue des chiffres qui feraient apparaître une baisse sans explicitement montrer les impacts précis du service de traitement des déclarations rectificatives, notamment en début de période. Si on regarde en matière de droits et pénalités, là aussi, on a depuis 2019 toujours eu des recettes encaissées supérieures à celles qu'il avait été sur le début de période entre 2015 et 2018. Je mets bien sûr de côté l'année 2020, qui a été très particulière puisqu'on a suspendu un certain volume de contrôle. Tous ces chiffres ont été partagés, je pourrais y revenir s'il y a des interrogations sur l'un ou sur l'autre. Encore une fois, je pense que c'est extrêmement légitime de les regarder dans la durée, mais il y a quand même des éléments de méthode de comparaison à retenir. Et la deuxième chose, peut-être plus, j'ose pas dire philosophique, mais enfin qui me pose question, j'ai eu l'occasion d'ailleurs de le dire à la Cour des comptes, c'est le rapprochement qui est fait entre l'évolution des recettes fiscales et l'évolution du contrôle fiscal. Pour ma part, je ne considère pas qu'on attend nécessairement une fonction affine du contrôle fiscal du rendement des recettes fiscales. Il est possible quand même d'imaginer qu'on ait une action plus efficace de prévention ou qu'il y a un certain nombre de contribuables aussi dont nous facilitons l'action, je vais y revenir, qui déclarent mieux spontanément. Et je pense, et là sur ce point je vous rejoindrai totalement Madame la rapporteure, que ce dont nous avons besoin, c'est de mieux mesurer notre action par rapport à ce qu'on peut estimer être l'écart fiscal. Et là-dessus, ça fait l'objet de l'une de vos propositions. Nous sommes tout à fait en ligne avec l'intérêt de publier et de développer les études permettant d'améliorer la connaissance de l'écart fiscal en France. Nous avons publié une première étude en septembre 2024 sur l'écart fiscal en matière de TVA. Nous avons très prochainement publié une analyse de l'écart fiscal sur l'impôt sur les sociétés. Nous allons procéder à une actualisation de l'analyse relative à la TVA pour mieux prendre en compte les défaillances déclaratives. Ensuite viendront des travaux sur l'impôt sur le revenu. Et en tout cas, Madame la rapporteure, par rapport à votre recommandation de mesure de l'écart fiscal, nous devrions être capables de tenir l'échéance de 2028 au moins sur ces 3 grands impôts. Et je partage tout à fait que c'est aussi en confrontant non seulement la photo de l'écart fiscal à un moment donné, mais le suivi dans le temps de cet écart fiscal par rapport au rendement des recettes fiscales nettes et des droits et pénalités notifiés en contrôle fiscal qu'on peut se faire une appréciation de l'efficacité du contrôle fiscal. Il n'y a pas de raison, à mon sens, même si j'entends que nous sommes en désaccord, de considérer que chaque fois qu'on augmente les impôts, on devrait augmenter les résultats du contrôle.
S'agissant encore des constats sur les pénalités, nous avons répondu par écrit à votre questionnaire du 3 juillet. J'avais d'ailleurs également partagé ces éléments à la Cour des comptes. Je voudrais insister sur le fait que, à mon sens, fort heureusement, personne à la Direction générale des finances publiques n'a d'objectif fixé en termes de pourcentage de pénalité qu'il faudrait octroyer. Nous regardons quand même les dossiers, d'abord et avant tout. Donc, pour ma part, je ne considère pas qu'il y a forcément une conséquence à tirer du fait qu'on aurait une hausse ou une baisse des pénalités à 40, 80 ou 100%. Mais en tout cas, factuellement, en 2015, nous avions 34,1% des dossiers de contrôle fiscal